Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode de notre émission dédiée aux luttes féministes Bonjour Colère. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir l'écrivaine Chloé Delhomme. Bonjour Chloé. Bonjour. Donc Chloé, je disais qu'on se connaît déjà, on s'est rencontrés à un atelier d'écriture féministe que vous animiez avant l'été, un cycle d'écriture à la librairie parisienne La Régulière autour d'un futur projet de livre, autour des personnalités démoniques et mythologiques féminines. Voilà, ça c'est juste pour le contexte. Mais du coup, pour ceux et celles qui ne connaissent pas Chloé Delhomme, donc vous êtes autrice d'une imposante œuvre d'une trentaine de livres à la croisée des genres et des esthétiques entre fiction, autofiction, genre qui vous a valu le prix Médicis en 2020 pour Le cœur synthétique. À vos heures perdues, vous êtes aussi essayiste, par exemple avec Mes bien chères sœurs aux éditions du Seuil en 2019, et aussi performeuse musicale, on y reviendra à la fin de l'émission. Et donc aujourd'hui, vous nous venez pour cet ouvrage que j'ai dévoré. C'est un court roman qui s'appelle Fallers et qui est vraiment un ovni dans cette œuvre dont je parlais. C'est à la croisée du Despentes et du Solanas avec un peu de Cronenberg. C'est une fable, un pamphlet misandre, tragicomique, entre délire jubilatoire et le sérieux philosophique, qui propose une réponse à la question « Comment fait-on pour que les hommes arrêtent de violer ?» Oui, tout à fait. C'est une... Oh, quel tunnel! C'est une réponse, effectivement, qui est ganguignolesque. Mais j'ai pas trouvé d'autres modes d'expression ni d'autres pistes sur la question. Donc, on fait ce qu'on peut. Alors, on va en parler et essayer de dénouer ensemble, d'exposer toutes les questions justement philosophiques, à la fois qui peuvent paraître légères ou extrêmement graves que soulève le livre. Mais donc, pour commencer, l'histoire, la situation, qui sont les Fallers? Alors, les Fallers, ce sont des super-héroïnes post-MeToo. En fait, le postulat, c'est que soudain, sans qu'on ne sache pourquoi, est-ce les déesses qui interviennent, Némésis par exemple? Est-ce une sorte d'évolution darwinienne qui fait qu'à force d'être victime, il y a le corps qui réagit et qui apporte un super pouvoir? Toujours est-il que soudain, des filles et des femmes, alors qu'elles sont agressées, ont le super pouvoir de faire exploser, ou plus précisément imploser, le phallus de l'agresseur et du prédateur, et voilà. Et donc ces femmes vont s'organiser en sororité, en communauté, et vont mener des actions pour essayer de faire une sorte de vendetta à petite échelle d'abord, puis à très grande. Alors là, il y a déjà beaucoup de choses dans ce que vous venez de dire. La question de la sororité, on va y revenir. La question de la vengeance aussi, ça c'est un point vraiment intéressant. Mais avant d'explorer ça, il faut, je pense, parler du personnage principal, en tout cas celle par qui on entre dans l'histoire, qui s'appelle Violette. Est-ce que vous pouvez nous en parler et expliquer pourquoi entre-t-on par son prisme dans l'histoire? Pourquoi est-elle différente des autres personnages? Alors, En tout cas au début. Oui, au début, parce qu'il y a ce qu'on appelle scénaristiquement un parcours personnage. Violette, elle a 17 ans, elle est dans un milieu social plutôt moyen-moins, on va dire, HLM pas terrible, une mère complètement dysfonctionnelle, alcoolique. Oui, c'est un peu Cosette, hein, dit comme ça au début, le background est un peu lourd, les parents séparés, et violence dans la famille, et surtout elle est incestée par le beau-père en fait. Depuis que le père est parti, enfin ça c'est la backstory qui revient par petits fragments dans le récit avec des flashbacks. Elle, quand le pouvoir se manifeste, c'est parce que le beau-père recommence et elle est terrifiée par ce qui s'est passé. Faut dire aussi que autant quand le pouvoir est maîtrisé et que ce sont des actions, c'est jubilatoire, autant la première fois que ça arrive, ça peut être déstabilisant d'avoir soudain l'agresseur qui a le phallus en lambeaux. En viande hachée. En viande hachée, exactement. C'est une image assez récurrente dans le livre. Et donc du coup, elle s'enfuit.
Et quand l'histoire commence, quand le récit commence, elle est en fugue, elle est en fuite dans une sorte de mall, une galerie marchande, où elle va être repérée par des falleurs se constituant en communauté. Puisque ça, c'est pas dit, mais c'est implicite, elles ont une sorte de capacité télépathique à se retrouver, en fait. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques noms, comme les personnages vont revenir au cours de la discussion, les noms des autres Fallers qu'elle rencontre? Oui, alors il y a dans les deux aînées, les deux grandes sœurs, il y a Marcia, qui est un peu la femme de terrain, qui va organiser, repérer, aller chercher les jeunes recrues, effectivement. Il y a Sidonie, qui est une femme un peu zinzounette, une grande rousse. Je pensais à Isabelle Huppert, en fait, quand elle fait vraiment la folle dingue. Avec un chignon très haut, tout ça. Et Sidonie, c'est parce que c'était pratique aussi pour l'histoire. Elle a une grande maison, et dans cette grande maison, il y a le QG des Fallers. Et il y a aussi Eulalie et Dahlia, qui sont les camarades un tout petit peu plus âgés que Violette, mais de rien du tout, et qui, elles, sont dans la communauté depuis un petit peu plus longtemps. Et donc, du coup, on va rentrer dans l'arène par le biais de Violette. On va la voir être tout d'abord assez rétive, parce qu'elle n'a pas de rapport à la sororité, Violette. Sa meilleure amie lui a piqué son mec à 17 ans. Là, quand la sœur siamoise fait ça, ça traumatise un peu, et du coup, faire confiance est très difficile. Elle est fille unique, elle n'a pas... Et puis elle y croit pas trop, elle a pas trop confiance au début, elle se méfie beaucoup, elle a même très peur, la sensation d'être kidnappée plutôt qu'autre chose. Et du coup, elle va être convaincue peu à peu et du bienfait de la communauté et de l'utilité de son don, dont elle se serait volontiers passée. Elle aurait préféré, je sais pas, le pouvoir d'invisibilité. Sauf que les femmes le sont depuis très très longtemps, comme lui répond Sidonie ou Marcia, je ne sais plus. Donc voilà, on a affaire à un personnage principal qui va avoir l'initiation en reculant un petit peu. Ça permet aussi d'avoir comment dire, les arguments de contre aussi sur la notion de violence. Violette est quelqu'un qui a subi la violence et qui veut absolument pas la répéter. Donc, pour être convaincu du bien fondé des implosions, il va falloir qu'on lui donne des cours aussi sur ce que c'est que la culture du viol, ce que c'est que le patriarcat. Finalement. À 17 ans, elle l'a toujours subi, mais sans trop s'en rendre compte. Et puis, comme la mère est toxique aussi, elle n'a pas une vision aussi misandre que l'autrice du livre. C'est la version adolescente fictive de Chloé Delhomme, du coup? Non, parce que moi, j'étais pas rétive à la violence. Super. Il y a une autre... on va avancer dans l'histoire, mais juste par rapport à Violette, il y a aussi une autre raison qui fait qu'elle est rétive. Vous expliquez vous l'écrivez dans le livre, c'est qu'elle n'aime pas l'idée d'être une victime. Oui, ça c'est important. C'est important et c'était un thème en tout cas dont je ne pouvais pas faire l'économie parce que c'est vrai qu'on a ce problème avec... oui, c'est un problème, enfin c'est une réalité, qui est qu'avec MeToo, où j'ai presque envie d'appeler ça octobre 2017 plutôt que MeToo à force, moi je crois ça date mieux, on est consciente toutes que dans le script sexuelo-sentimental, ou voire même dans la rue, dans la vie, on est toutes victimes. On l'a toutes été, on est des proies potentielles. Et le problème, effectivement, c'est que une fois que le réel est là et que tout le monde est lucide, eh bien, est-ce qu'on peut faire une société avec des victimes? Je ne suis pas bien sûre, en fait. Donc, c'est aussi cette question de qu'est-ce qu'on fait de ce réel, de cette souffrance, de ce risque, et comment ça se gère et quelles seraient les pistes. D'ailleurs, dans le livre, vous rappelez l'origine étymologique du mot victime. Vous pouvez nous le donner?
Alors, victime, c'est victima et c'est la bête à sacrifice en grec ancien. C'est l'animal cornu qui était sacrifié aux dieux. Et je crois que c'est dans ce geste, effectivement, que se trouve la problématique sur le sacrifice. Si on reste victime, on est sacrifié sur l'autel du patriarcat, c'est tout, et on ne peut pas s'en sortir vraiment. Donc, ou trouver le... Mais ça, c'est autre chose, et c'est pas dans le livre, je veux dire, mais le problème vraiment qu'on a là en tant que femme, ou personne sexisée, c'est comment est-ce qu'on fait la bascule, comment est-ce qu'on récupère le lead. Et le mot résilience a beau être excessivement à la mode, autant que bienveillance, c'est assez difficile. Après moi, je ne suis pas philosophe, je ne suis pas politique et je ne suis pas à même de trouver des réponses à ces questions abyssales. Mais je pense que on peut pas rester dans ce statut, en tout cas. Ouais. Mais ce qui est super intéressant justement avec le livre, c'est que certes, l'implosion des phallus n'est pas un programme politique, Oui. mais philosophiquement, et c'est ça qu'on va essayer de voir ensemble, c'est que ça soulève beaucoup, beaucoup de questions. Donc juste pour revenir sur la jeunesse du projet, en fait, l'année dernière, vous sortiez un livre, un roman qui s'appelle Pauvre folle, et en fait, il n'est pas sans lien avec Fallers. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi et du coup, comment en est-on arrivé à Fallers? À ce livre, dans Pauvre folle, Clotilde Ménis, l'héroïne c'est moins en pire, Clotilde Ménis. Elle essaye de faire un court-métrage. Enfin, elle a des pulsions de ras-le-bol des hommes et donc du coup, elle visualise, quand elle en croise qui sont relous, elle visualise l'explosion de la braguette. Et à partir de là, elle veut faire un court-métrage et ce que je raconte dans l'ouvrage, mais c'est très court, hein, ça fait 2 paragraphes, c'est ce qui m'est arrivé dans la vraie vie, à savoir qu'en fait, cette idée de Fallers est née dans le cadre de Capricci, qui est une maison de production de cinéma, où Pascal Faure avait une collection qui s'appelait Nouvelle Héroïne, et on m'a proposé d'écrire initialement le scénario, et du coup, je pouvais réaliser sous forme de court-métrage, donc Nouvelle Héroïne. Nouvelle Héroïne, je me suis dit MeToo, donc MeToo, boum, quoi. Je boum, splotch. Et en fait, on a travaillé, je crois que le cinéma, enfin, ce cirque a dû durer pendant presque 2 ans, parce que le cinéma, c'est d'une lenteur avec enfin, c'est un cauchemar. Et en fait, donc j'avais la prod, on avait la chaîne, qui était OK pour la collection, c'était Ovidie a fait d'autres chats à fouetter dans ce cadre-là. Et en fait, le CNC m'a fait réécrire 3 fois, les guichets ont tous dit non, et en gros, il a semblé très rapidement assez évident qu'on ne touche pas au syphallus. Et que si parce que c'était enfin, Capricci, c'est du genre. Donc c'était de toute façon un court-métrage gore, à vocation comédie horrifique, misandre, gore, voilà. Il n'y avait pas de donnage de leçons ou de trucs sérieux ou quelque chose d'effrayant là-dedans. Mais je pense que symboliquement, on ne touche pas à ça. C'est-à-dire que dans les films de genre, les femmes se font, même si c'est du revenge derrière, violée, torturée, c'est la Scream Queen qui est persécutée par le slasher, mais on peut pas inverser. On peut pas inverser même quand c'est de la vengeance parce que l'attaque n'est pas venue de la femme. Enfin, je veux dire, c'est pas des folles dinguettes qui, d'un seul coup, ont décidé d'éradiquer la race masculine, hein. C'est vraiment en réaction et c'est sur des proies ciblées. Mais symboliquement, enfin, je dis ça en vue des retours, hein, qui étaient faits. Je crois que symboliquement, ça pose un énorme problème et il y a même quelque chose qui était perçu comme presque vulgaire de faire exploser un sexe masculin. Et j'ai la sensation que le rapport au phallus est quand même très, très touchy dans cette société. En plus, la France, c'est particulier par rapport à la culture du viol parce que c'est la drague à la française, la gaudriole, et les mascus sont quand même assez en place.
Donc, je pense qu'au même titre qu'au printemps dernier, au moment de la dissolution, il y avait eu sur Instagram les librairies indépendantes qui avaient appelé les poètes et poétesses à contrecarrer l'imaginaire de l'extrême droite. Je pense que Falor, c'est une façon d'essayer de contrecarrer l'imaginaire de la culture du viol, en fait. Ouais. C'est exactement ce qu'on ressent quand on le lit, parce que c'est ce renversement de la violence à laquelle non seulement on n'est pas habitué en tant que spectateur, spectatrice dans la culture populaire en général, et à laquelle on n'est pas éduqué de toute façon ou sensibilisé d'une manière ou d'une autre. Mais justement, cette question de la violence, elle est au cœur de mes questions. Et donc, on avance. Donc voilà, Violette a rejoint la communauté. Comme on l'a expliqué, elle est d'abord rétive, et puis elle commence à changer d'avis. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu les jalons de ces étapes et parmi elles, parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu un moment clé, donc comme vous allez l'expliquer, il y a les entraînements, une partie des activités, et la deuxième partie, c'est les cours. Donc je reviendrai dessus après, mais donc vous pouvez nous expliquer les entraînements et les cours avec notamment cette fameuse leçon où on montre cet épisode de la sitcom Maggie. Oui, alors en fait le QG des Falors, il fonctionne un peu comme une sorte de Poudlard. 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 Voilà, j'ai Poudlard. Ouais, je suis une moldue, c'est pour ça. Il y a les entraînements comme il y a les cours de magie et il y a les cours théoriques. Donc les entraînements consistent en contrôler le pouvoir. Donc en fait, sont kidnappés un chef d'entreprise qui a abusé depuis des décennies de son personnel féminin, ou ce genre de profil. On va aller chercher des gros salopards impunis. La notion d'impunité est capitale dans Falors, évidemment. Et donc le mettre sur un petit diable, l'attacher, tout ça. Et les filles vont à tour, et Violette, du coup, donc, comme elle vient d'arriver, est au centre, apprendre à serrer d'abord. C'est-à-dire pas à contrôler le pouvoir, comme chez les X-Men. C'est un livre de super-héroïnes, donc on est aussi avec les codes des trucs de genre et des films. Et les comics, j'en lis pas, donc, mais par contre, je suis une grosse spectatrice de films de genre et de films de super-héros aussi. Donc, c'est plutôt ces codes-là. Et elles vont s'entraîner avec le regard. Parce que oui, quand le pouvoir se manifeste, elles baissent le front lentement, comme une bête cornue qui va charger. Et les yeux deviennent tout noirs, les pupilles dévorent les iris. Et donc, du coup, c'est apprendre à contrôler ça, apprendre à contrôler vraiment sur la douleur qu'on envoie, le serrage, s'arrêter avant que ça implose, apprendra. Puisqu'évidemment, plus tard, ça leur sera utile pour faire plier, obtenir, enfin, c'est un moyen de pression que de pressuriser le phallus. Et donc, il y a ces entraînements où des fois, ça part un peu en vrille parce qu'elles ne contrôlent pas bien les petites et donc ça fait splotch avant ce qui était prévu. Et puis, il y a les cours théoriques. Donc, dans les cours théoriques, j'en ai profité pour mettre Les Litanies de la haine, qui est un magnifique poème de René Vivien, qui est une parnassienne, son surnom, c'était la Sappho 1900. Et une sorte d'hallucination totale d'un épisode de la série Maggie, effectivement. En fait, j'ai un ami Malik Boudbal, qui est traducteur, mais qui est aussi, comme on dit, archiviste, enfin, il connaît tout. Et je lui ai demandé, parce que je trouvais des chansons sur la culture du viol, on en connaît plein, le côté hyper malaisant, mais je cherchais vraiment un objet culturel grand public qui soit représentatif de la culture du viol, qui passe tranquille le chat. Et il m'a mis la main sur cet épisode de Maggie, donc on est en 87 ou 88, j'ai un trou. C'est un programme qui réunit 7 millions de téléspectateurs sur TF1
je crois que c'était oui, le dimanche soir. Et Maggie c'est Rosie Vart qui l'incarne. Donc pour les plus jeunes, c'est un peu les deuxièmes couteaux du théâtre de vaudeville, tous les braves gens qui sont dans Maggie. C'est une bourgeoise d'une cinquantaine d'années tapée qui habite dans sa maison. C'est une sitcom, donc on voit jamais l'extérieur, avec son mari et sa femme de ménage, enfin son aide ménagère. Et il lui arrive des aventures par épisode. Donc elle a un dégât des eaux, elle fait du yoga, enfin voilà. Et parmi ces ressorts narratifs classiques de sitcom, eh ben, il y a un épisode où elle est violée. Voilà, donc c'est un ressort comique comme un autre. Et donc ça commence où elle appelle la police. Il y a les rires enregistrés évidemment hein, dans ce genre d'émission et de programme. Et elle a été violée dans son jardin parce qu'il s'avérera être un voisin poète, joué par Jackie, qui à l'époque avait fait des émissions rock, mais aussi surtout des émissions pour enfants. Donc c'est vrai que c'est assez stupéfiant de se dire déjà quand on voit le truc, à quel moment, parce que c'est pas un livre, je veux dire c'est une série grand public, donc il y a les scénaristes, ils sont 3, il y a la production, il y a la chaîne, à quel moment en 87, on a donc du coup je sais pas, au moins 7 personnes, il y en a pas un qui se dit c'est un peu malaisant quand même comme idée qu'elle se fasse violer. Déjà, et à quel moment au casting on se dit un mec qui fait des émissions pour enfants, c'est une super idée qu'il fasse le violeur. Bon, et en fait, tous les clichés sont dedans puisque la femme de ménage lui dit que dans cette tenue, alors qu'évidemment elle est en pantalon avec un haut qui a été un peu déchiré. Il y a cette phrase magique du prenez un petit cognac, Madame Maggie, il n'y a rien de tel quand on a été violé, qui sous-entend effectivement que tout le monde y passe. Le côté c'est pas une agression, c'était une séduction, puisqu'évidemment elle finit par être charmée quand il revient avec des fleurs, pas pour s'excuser, mais parce qu'il est amoureux d'elle. Enfin, quand bien même maintenant le violeur s'excuse, on aura tout vu. Enfin, en même temps, depuis le 8 mars, le fameux 8 mars où Libé nous avait fait le magnifique article de la lettre du violeur repenti, qui était Ouin Ouin Magazine en direct, on n'est plus à ça près. Et puis il y a tout, c'est-à-dire qu'à la fin, on comprend que l'aide ménagère aussi y est passée comme tout le quartier, mais c'est un poète. Alors il cite Rimbaud abondamment, qui donne encore un côté camoulox complètement mais exacerbé. Et à la fin, la femme de ménage et Maggie se tirent la bourre pour aller arroser les plantes, puisque c'est comme ça que le viol se passe. C'est là-bas. Et là, le mari dit non, il pleut. Et c'est la chute. Voilà. Donc, j'ai reçu quelques... C'est un livre qui suscite beaucoup plus de messages Instagram ou sur mon site que les autres. Et en fait, j'ai reçu plusieurs messages de personnes de mon âge qui avaient assisté, qui se rappelaient très bien de cet épisode et qui avaient la sensation que c'était presque un effet Mandela, quoi, qu'elles avaient halluciné le souvenir. Tellement personne ne s'en rappelait, qu'elles avaient éprouvé une malaisance extrême à l'âge de 11-12 ans, mais que personne n'en avait parlé dans le salon devant la télé. Et en fait, on a vraiment, je crois, avec cette histoire de Maggie, la preuve. Voilà, une sorte de preuve irréfutable que le viol est complètement intégré comme une donnée. Oui, pour que ce soit un ressort narratif comique quand même. Enfin, voilà. J'ai ri un peu nerveusement quand vous l'avez raconté, parce que j'étais pas surprise parce que je l'ai déjà lu aussi, mais c'est un petit peu ce qui se passe à la lecture en fait, et c'est un peu ça tout le livre, c'est-à-dire que on pourrait avoir envie de pleurer, mais au final on rit quand même un peu et c'est nerveux et c'est cathartique aussi, je pense que c'est l'objectif. Oui, le but du jeu, c'est quand même qu'on arrive à se réapproprier l'horreur en riant. Enfin, moi, j'ai toujours été... Bon, après, j'ai un humour qui est assez noir en général. Il y a des... Peut-être que c'est pas le cas. Enfin, c'est peut-être pas transférable. Enfin, peut-être que je peux pas demander ça à tout le monde. Mais il me semble nécessaire... Enfin, l'action féministe
dans la mesure où je suis pas une militante de terrain. Je fais avec mes outils, moi c'est les bouquins, j'invente pas de concept. Donc du coup, il reste quoi? Il reste il reste l'humour en fait. Là, je suis intimement persuadée que si Solanas et le Scum Manifesto est un texte qui est efficace encore maintenant et qui sera toujours, c'est parce qu'elle a le sens de l'humour et qu'elle dit dès le début pour celles qui ont un peu le sens civique et le sens de la rigolade. Et je pense que le frontal, du c'est pas bien, nous ne sommes pas contentes, on voit bien que ça marche pas trop. Donc je me dis qu'avec des blagues, peut-être que, voilà, quoi, si on se fout de leur gueule, ils vont peut-être finir. La honte ne change pas de camp, en fait, voilà. Le truc, c'est ça aussi, c'est comment faire changer la honte de camp. Si on leur explique que c'est pas bien, si on reste sur le terrain de la morale, ça peut pas être effectif parce qu'ils n'ont pas la même que nous. Alors là, c'est le not all men, je vais faire engueuler sur le chat, c'est pas bien, et ils sont pas tous pareils, etc. Mais enfin bon, on est quand même dans une situation où enfin je sais pas, on sort de pénico là, donc voilà. On voit bien que le monstre est ordinaire, on voit bien qu'on a toutes les 7 minutes un viol dans ce pays et c'est pas le même monsieur qu'agit. Donc le not all men, sur moi, il fonctionne, mais carrément pas, que les choses soient archi claires. Ça ne veut pas dire qu'il y a une suspicion a priori sur toute créature dotée d'un phallus, évidemment, mais il y a problème. Donc du coup, j'essaye de me dire que l'humour en tant qu'arme, le foutage de gueule en fait, marchera peut-être plus que la menace ou la morale, parce que ils peuvent pas avoir honte. Ils peuvent pas avoir honte. La société ne les juge pas comme la prédation est encore valorisée. Donc il y a peut-être qu'en disant mais pauvre débile mental et en hurlant de rire et en dévalorisant finalement leur valeur. Que c'est ça. Comment est-ce qu'on renverse? Donc je sais pas. Bon, c'est une tentative. Hein, je dis pas que ça va être une ligne. Peut-être que je trouverais mieux. Mais renverser la vapeur de cette façon-là, peut-être. Remettre du grotesque. Et du coup, désacraliser cette bite qui, en parallèle, sert aussi d'arme de guerre dans certains cas. Et c'est ça, quoi. Essayer de désacraliser, on fait ce qu'on peut, quoi, encore une fois. Alors, je voulais vous faire lire, par rapport à tout ce que vous venez de dire, le petit encart que vous avez écrit au début. Parce que, voilà, pour l'histoire de renverser la vapeur et en même temps être dans le rire, on est exactement là-dedans. Mais ce que vous venez de dire me fait faire une courte parenthèse où vous dites là, ils ne sont jamais condamnés, etc. Et jusqu'à maintenant, c'est à peu près le cas. Là, l'affaire Pellico, par exemple, n'est pas finie, donc non, et puis il y a eu ce comédien-là qui... J'allais parler voilà, de Nicolas Bedos qui... pour le coup, et ça a fait pas mal de bruit parce que c'est vraiment quelque chose de nouveau, a été condamné. Donc quelqu'un de connu en France qui est condamné, on n'a aucun exemple en fait. Et il a été condamné, donc il n'y a pas en prison parce qu'il a été condamné à 1 an, mais pour agression sexuelle. Et c'est ça qui est dingue, c'est que on a... 1% des plaintes pour viol. Voilà, qui arrivent à des condamnations. Mais là, pour le coup, et c'est tant mieux, mais la justice a tranché, et c'est le cas d'une agression sexuelle. Donc, est-ce que les choses n'évoluent pas un petit peu quand même? Ça évolue. Enfin, moi, Pellico, on verra, mais pour ce qui est de Bedos, c'est assez chouette de se dire qu'on explique aux gens que non, on n'attrape pas, même si Trump, la phrase du grab to the pussy, ou je ne sais plus comment est-ce qu'on dit, on n'attrape pas les filles par la chatte, en fait. Non, c'est pas seulement pas poli, c'est que ça ne se pratique pas. Donc, on est dans une société où nos corps leur appartient, l'espace leur appartient, et à un moment donné, c'est assez agréable de se dire qu'effectivement, la justice dit bah non, les corps ne t'appartiennent pas. Tu ne poses pas ta main où tu le souhaites, en fait. Et on va voir ce que ça donnera derrière, mais
c'est bien qu'il y ait une limite de posée, ouais, une limite ferme, avec cette histoire hallucinante du le pauvre chaton, il était saoul, il a des problèmes avec l'alcool. Alors que l'alcool est une circonstance Ben, c'est une aggravante. circonstance aggravante, ça me paraît clair. Enfin, les gens se gèrent, quoi. Donc, Est-ce que, du coup, vous voulez nous lire l'encart, oui, bien l'encart et puis sûr. après, je reprends mes questions. Alors, l'encart commence par « Calmez-vous, messieurs, ça va bien se passer ». Le trigger warning est un avertissement au public. Il prévient qu'une œuvre contient des éléments pouvant déclencher le souvenir d'un traumatisme. Personnellement, je ne suis pas pour, mais il faut tout envisager tant la situation est actuellement tendue. Certaines diront que, une femme étant agressée sexuellement ou violée toutes les 7 minutes, ce qui se passe dans cette fiction relève du cathartique. Certains agiteront Freud, les tout petits garçons connaissent l'intense angoisse de castration. C'est par égard pour eux que Strass s'est encadré. Voilà. Et vous disiez, il y a 5 minutes, oui, voilà, Oxalis 93 qui nous met la citation exacte trumpienne. Ah, Grab them by the pussy, voilà. Merci. Et il y a un groupe de rappeuses féministes, les filles aux États-Unis vont remettre le poussillade, ce petit bonnet rose de ralliement, je crois. Enfin, ça doit être très triste de réouvrir le placard et d'aller chercher le poussillade pour le remettre. Enfin, ça, c'est épouvantable, ce truc. Et effectivement, ce côté d'attraper, enfin, je trouve ça bien, là, ouais. Et je vous ai coupé. Non, non, il n'y a pas de souci. Non, c'est juste que vous disiez, je me bats avec mes armes, etc. Et vous avez dit, je n'invente pas de concept. C'est un peu faux. Et j'en ai trouvé 2 sur lesquels je voulais revenir avec vous dans le livre. On a le premier qui s'appelle l'importunator. Ah, mais alors c'est des concepts littéraires. C'est une classification comme il y avait Buffon avec les... Ouais. Oui, est-ce un concept? Et le deuxième, alors je vous laisse les expliquer, mais du coup, l'importunator, donc L', et le deuxième, les purple fuckers. Ah, les purple fuckers. Alors, je vous laisse expliquer. Est-ce que c'est des concepts? Non, je dirais que c'est plutôt des terminologies ou des classifications rigolotes. L'importunator, c'est celui qui importune, c'est le maxi relou. J'ai tenu à ce que ce soit importunator et pas relou parce que je n'ai toujours pas digéré la tribune de la liberté d'importuner. Je considère que Peggy Stastre et Sarah Chiche ont vraiment été au-delà du réel de la déconnade, même si on a fait porter le chapeau à cette pauvre Deneuve qui avait signé en comprenant rien parce que mamie a vu de la lumière. Je ne tolère pas la notion de droit à l'importuner, en fait. Et Violette tombe sur cet importunator au tout début, il la suit, il est chiant, il veut qu'elle la force à prendre un café, il veut la drague lourde du pêcheur, du chasseur. Et c'est des profils en plus pour ce qui est des importunators qui est assez pénible parce que ils font 15 proies par seconde, ils savent très bien qu'ils vont se prendre des vents, et quand le vent arrive, alors là, c'est la blessure d'ego, et donc la vulgarité, l'agressivité, on le sait tout, enfin, je veux dire, une fois que le nom est acté, la réaction, c'est « tu t'es vu, espèce de clocharde, tu crois que tu m'excitais », enfin... Et les filles sont là, elles ont strictement rien demandé, mais le truc se retourne, quoi. Enfin, c'est assez classique. Donc oui, il y a l'importunator et le purple fucker. Le purple fucker, je me demande si j'en avais pas parlé dans Pauvre folle quand j'ai les classifications, parce que Clotilde écrit un livre féministe, et dedans, il y a plein de noms, il y a le vert galant, il y a plein de trucs. Je crois que c'est dedans. Le purple fucker n'est pas vraiment le contraire du... je pourrais revenir sur un qui n'est pas dedans, mais qui est le repenti, là aussi, c'est autre chose. Le purple fucker, c'est plutôt... j'ai presque envie de dire garçon plutôt que homme, en fait. En général, ils ont les signes extérieurs des alliés et des alliés légèrement queer. Ça a les ongles peints, ça peut porter un petit collier avec des perles ou des trucs comme ça. Ça a un dépente ou un Wendy Delorme qui dépasse du sac. Sorcière de Mona Chollet quand ils sont vraiment débutants. Et ils tiennent un discours féministe d'alliés. Et en fait, c'est une couverture pour pouvoir infiltrer la bergerie.
Et en fait, c'est des baiseurs de féministes. C'est juste, ils vont faire les courses. C'est-à-dire que leur grand-père, il jouait Jeux interdits à la guitare au coin du feu. Le père, il filait des tasses en rave party. Et là, le Purple Fucker, pour infiltrer les filles, comme il y a plus de... Bah, pour trouver les groupes, où trouve-t-on les groupes de filles quand on est à Chasseur? Donc c'est sûr qu'une réunion féministe, une soirée féministe, on est sûr d'avoir de la poule. Donc du coup, ça va à la pêche à la belette, sous couverture. Et en fait, il est évident que le comportement qui suit est un comportement juste de serial fucker. Donc ils utilisent la fille, ils ghostent derrière. Mais c'est une catégorie qui est vraiment apparue. Je crois que c'est ceux qui criaient et fantasmaient sur les réunions non mixtes au début, et puis ça s'infiltre. Mais c'est vrai que c'est rigolo de voir les codes qu'ils récupèrent et l'attitude derrière, mais c'était inéluctable, c'est logique. Donc ça, c'est le Purple Fucker. Après, il y a une nouvelle catégorie, là, qui est un peu intéressante, mais c'est sur la génération X, sur la mienne. Les gamins ne sont pas touchés puisqu'ils n'ont pas le temps d'être repentis. Oui, le repenti, mais le repenti qui est plus royaliste que le roi. Le repenti qui va limite aller faire chier mener l'enquête à la place des femmes. Essayer de dire ah, attention lui. Alors, enfin, j'en ai croisé pas mal ces derniers temps, donc je me suis interrogée. En fait, souvent ils ont eu un comportement passé de bons serial fuckers, de bons dragueurs, pas obligatoirement relous, mais en tout cas de chasseurs bien, voilà. Et ils se sont pas réveillés en 2017, eux, ils se réveillent là. Ils se réveillent là parce qu'ils perdent le pouvoir, en fait. Ils perdent le pouvoir parce qu'à 50 balais, quand on est dans un milieu où le féminisme est actif, ben on fait plus un franc parce que les gamines, elles sortent plus avec des mecs de 50 ans, en fait. Même s'ils ont le pouvoir et qu'ils ont un bon travail dans le culturel et des sous et de quoi les emmener en week-end, elles en ont plus rien à foutre. Quant aux femmes de mon âge, elles commencent à être super fatiguées, en fait. Donc souvent, elles préfèrent être célibataires plutôt que de se taper les emmerdes qu'on connaît. Et du coup, bah, c'est embêtant, un homme qui se retrouve sans pouvoir. Donc, bah, il va prendre le pouvoir sur les copains, en devenant le pseudo super allié. Et du coup, il exercera son pouvoir et aura une supériorité hiérarchique sur le voisin. Voilà. C'est ma toute dernière théorie. Alors justement, à propos, donc pas de la dernière puisqu'elle n'est pas encore, enfin elle n'est pas dans le livre, pas encore parce qu'elle est déjà sortie. Mais par contre, quand on parle des Purple Fuckers, eh ben il y a vraiment un personnage important oui, il y a un sur le personnage sujet. qui l'incarne. Donc est-ce que vous pouvez en parler et parler d'où il vient? Oui, bien sûr. Bah, à Communauté Fallers, il fallait qu'il y ait en face les super méchants, puisqu'on est dans un truc de super-héros. Donc évidemment, je joue sur les clichés classiques narratifs. Donc en face des Fallers, nous avons les Virilitas, qui est un boys club, dont le chef Charles est un vieux monsieur plein de sous, et qui a beaucoup de pouvoir, et qui a comme on dit, un petit-fils, qui s'appelle Rodolphe, prénom que j'ai choisi parce que c'est le gros connard dans Emma Bovary. C'est le belâtre qui l'emmène à cheval et la lâche. Et Rodolphe est un garçon de son époque, en jogging blanc avec des chaînes en or qui brillent, et qui essaye de faire du rap. Le petit bourge qui essaye de faire du rap, le coup aussi assez classique. Et Rodolphe, il doit infiltrer la communauté des Fallers. Donc il va draguer Violette. Il va tomber dans le panneau, la pauvre lapine. Alors là, du coup, elle est un peu plus tarte que prévu, mais il fallait bien qu'il se passe un truc. Donc voilà, elle tombe dans le panneau. Et Rodolphe, disons que j'en ai profité pour faire quelques digressions sur la culture masculiniste. Donc le grand-père lui a appris à chasser. Il a tous les clichés du masculin. Et il va retourner la tête de la petite qui n'a quand même que 17 ans. Bon, il a une petite vingtaine, lui.
Et puis voilà, quoi. Il s'en sort assez bien, j'ai l'impression, moi, ma perception à la lecture, je trouve qu'il s'en sort assez bien pour se faire passer pour celui qui n'est pas. On se dit, mais il a pris des cours, comment il a Bah, fait? Parce que moi, c'est à la place de facile. Violette, j'y crois aussi, hein, Ouais, mais parce son que c'est attitude. facile, c'est facile. Il suffit de sortir les références et c'est bon. Il suffit de dire que la prise de conscience a été actée. Il suffit, et les filles tombent souvent dans le panneau. Parce qu'il n'a pas que les autrices, il a un peu les termes. Oui, il a les termes, mais ouais. ça c'est facile aussi avec Internet, les termes. Et justement, vous dites, oui, il fallait bien qu'il se passe quelque chose, mais j'ai l'impression que c'est important, et ça rejoint le thème de la sororité où je voulais qu'on arrive, j'ai l'impression que c'est important qu'elle tombe dans le panneau et que ça dit quelque chose de la difficulté, pas d'impossibilité, mais la difficulté de concilier l'hétérosexualité Oui. et la sororité, parce que il y a comme cette espèce d'obstacle où à tout moment, en fonction de peut-être nos caractères, tout ça, on pourrait tout abandonner pour un mec, et alors, bon, ça dépend du mec, quoi. Oui, il y a ce. Après, la sororité n'est pas incompatible parce que c'est deux univers qui cohabitent, on va dire. Enfin, mais c'est compliqué. C'est-à-dire que sortir de l'hétérosexualité est présenté souvent comme un gage d'épanouissement total et de bonheur absolu. Mais on ne peut pas nier non plus que pour beaucoup, le Deus ex machina amoureux est souvent attendu. Le truc, c'est que je pense maintenant non, même pas, même pas. Le mythe de la transformation et de l'épanouissement, de devenir soi, finalement, passe souvent par le fantasme de la rencontre amoureuse transformatrice, en fait. C'est un peu ça, c'est quelque chose dont j'ai parlé avec Maud Christen. Alors, Maud Christen, c'est une voyante, c'est une vraie sorcière. C'est la plus grande sorcière de France. Voilà. Maud, en fait, ce qui est intéressant, c'est pas tant, enfin, pour ça, c'est les questions qu'on lui pose et l'intérêt. Quels sont les. Il n'y a pas plus au centre des secrets des cœurs qu'une voyante, puisque les gens vont demander vraiment ce qui les préoccupe au plus profond d'eux-mêmes. Et les femmes sont toujours dans les questions amoureuses, toujours. Toujours persuadées qu'il va y avoir la chrysalide et le papillon. Et les hommes sont que quand ils consultent, que dans des questions de travail et d'argent et de surface sociale. Donc les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus, on s'en sortira donc jamais comme dans les années 70. Et du coup, je sais absolument plus pourquoi où cette digression m'a emmenée. Rodolphe, oui, la transformation, bah, c'est difficile de casser le mythe, c'est comme le mythe de l'âme sœur. Le mythe de l'âme sœur, c'est quand même Platon, ça nous renvoie très loin. Et je crois que c'est très difficile, en tout cas dans notre société, de ne pas être en attente. Mais en même temps, c'est pareil chez les lesbiennes, hein, je pense. Juste, nous, c'est emmerdant parce qu'on est en mode antipatriarcal et que du coup, c'est des dissonances cognitives, tout ça. Tout le Voilà, temps. c'est ça. Tout le temps. C'est ça, c'est pas du tout incompatible, mais ça crée cette dissonance cognitive quand on est hétéro cognitive. et qu'on veut être dans ce rapport justement sororal. Donc, comme je disais dans l'introduction, vous avez publié, c'était en 2019, Mes bien chères sœurs, au Seuil, et c'est un peu votre cheval de bataille. Et dans le livre, donc, Fallers, vous écrivez ces quelques mots: sororité, 2 points, ni fille ni mère. Ouais. Et vous développez dans le livre cette idée. Pourquoi c'est important de le désigner de cette façon, sororité, pas rapport fraternel mais entre femmes, mais ni fille ni mère. Pourquoi parce que ni fille ni mère, parce qu'il n'y a pas de hiérarchie en fait. C'est horizontal. Fille ou mère, on a un rapport du dessus ou de dépendance et c'est pas un rapport de sang aussi. Et c'est un rapport qui se construit, c'est un rapport qui se décide. Donc, c'est un rapport volontaire, c'est une construction volontaire. Et ça, c'est super important parce que c'est pas un héritage, une obligation, un état de fait. On n'est pas obligé d'être soror.
D'ailleurs, on l'est plus ces dernières années, mais la notion de rivalité entre femmes, quel que soit le contexte, est quand même quelque chose de très prégnant, voire d'hégémonique parfois, hein. Donc voilà. Donc, comme on disait aussi en début d'émission, la question de penser la violence. Merci. Oui, parce que j'ai un problème de... Je vais me moucher à l'écran, ça va être super chic. C'est l'hiver. Est-ce que l'hiver est une métaphore de la vengeance féministe? C'est l'incendie qui serait une métaphore de la vengeance féministe, le grand incendie. Déjà que ça commence avec les collages, c'est comme des lettres de feu dans les villes, hein, en fait. Donc oui, pour moi, c'est plutôt une métaphore du grand incendie. Et d'ailleurs, le logo de l'émission Bonjour Colère est un volcan. Et ben voilà. Donc, je disais que le livre est vraiment, comment dire, un point de départ pour penser philosophiquement, comme je disais, vraiment la question de la violence. Et donc maintenant, on va parler de ça. Donc, dans Fallers, Marcia, que vous décriviez tout à l'heure, hein, l'une des doyennes, cite un article de Molly Fisher dans le New Yorker. Et donc, je cite, « Peut-être que craindre les femmes, c'est aussi commencer à les voir comme des êtres humains. » Pour vous, c'est ça qui manque aujourd'hui aux luttes féministes? Oui, on n'est pas pris au sérieux pour ça, parce qu'on est encore perçu comme étant inférieur, et quand on n'est pas inférieur, on est des emmerdeuses. Donc on n'est pas dangereuse. C'est ça le problème aussi. Et c'est comme la honte ne change pas de camp, la peur ne change pas de camp non plus. Alors je demande pas à ce qu'il y ait obligatoirement, d'abord je demande pas à ce qu'il y ait des camps, et je demande pas à ce qu'un des deux camps soit obligatoirement terrifié. Mais simplement, je crois qu'il y a un problème de regard, de perception, de... Ouais, ils n'ont pas peur jamais. Mais c'est pour ça qu'ils n'ont pas peur de violer ou de foutre la main à la chatte. Parce que qu'est-ce qu'ils risquent? Et puis qu'est-ce qu'on est? Donc, je pense qu'effectivement, si la femme avait un potentiel, enfin, était perçue comme étant un potentiel, avait un potentiel même de réponse, simplement, pas d'agression a priori, de réponse, ils n'iraient pas. C'est parce qu'il y a... bah, c'est pas pour rien que les cours d'autodéfense explosent, etc. Enfin, il y a le truc physique, ils auront le dessus s'ils nous coincent. Et puis il y a le pouvoir, il y a le décalage de pouvoir, et de qui, même dans les couples, qui possède l'argent, qui... C'est Titou Lecoq avec la théorie des pots de yaourt. Au moment des divorces, les femmes sont toujours lésées, et, le mec garde l'appart parce que c'est le mec qui a payé les traites de l'appart alors qu'elle faisait les courses, elle remplissait le frigo de pots de yaourt pendant ce temps-là, et tout est déséquilibré tout le temps encore maintenant. Elle ajoute aussi que c'est parce qu'on conçoit l'équilibre économique du couple comme une moitié, alors que les femmes gagnant souvent moins que les hommes et étant souvent amenées à devoir s'arrêter, qui des maternités, Ultime question, oui, ma chère Monique. Après. Et puis souvent, quand il faut s'arrêter, c'est le plus gros salaire, hein, par sécurité, donc celui de la femme, voilà. Et donc elle explique que le problème, c'est que quand il y a des dépenses à faire, on les fait à moitié. Donc ça précarise encore plus les femmes, alors qu'il faudrait les faire comme proportionnellement. Bien sûr. Mais bien ça, sûr. Qui le fait Bah, je sais pas, moi de toute façon, je suis plus avec personne comme ça. J'achète mes yaourts toute seule et je paye mon loyer. Mais donc voilà, pour continuer sur la violence, en lisant le livre, je me suis fait une réflexion, c'est que je me demande, dans le contexte du livre, donc pour les Fallers, le projet, donc celui d'utiliser leurs dons sur les agresseurs, est-ce qu'il est dissuasif ou punitif? Eh bien alors, au début, il est punitif et après, il va devenir dissuasif. L'un va pas trop sans l'autre, en fait. Et le problème, c'est qu'effectivement, je pense que pour que les hommes cessent de violer, il faudrait du dissuasif. C'est pour ça que, comme visiblement, ils ne comprennent que tu vas aller en prison si tu es méchant, je pense que l'affaire Bedos, c'est chouette. Voilà. Et j'attends beaucoup des procès sur PPDA, Depardieu et compagnie. J'espère qu'on n'aura pas les mêmes non-lieux. Le procès de Depardieu a été reporté parce qu'il est malade. Bah oui, le pauvre chaton, il se sent pas bien.
Et donc, pour continuer sur cette question de la violence, une autre question que je me suis posée en lisant le livre, c'est la question, donc, comment dire, un petit peu la frontière, on pourrait dire ça, entre patriarcat et phallocratie. Alors, je m'explique. Dans le livre, donc que ce soit dissuasif ou punitif, les agresseurs se font imploser ou de différentes façons, hein, ça peut être... Oui, voilà. parce que les filles, des fois, il y en a, ça fait de la fumée, d'autres ça explose tout de suite, il faut qu'il y ait des variations cartoonesques, sinon c'est pas drôle. Voilà, donc d'une façon ou d'une autre, c'est ça finit hors en jeu. saucisse Certa qui passe au micro-ondes. Voilà, et donc je me disais, est-ce que ça ne... ça va peut-être aller chercher loin, mais est-ce que ça ne sous-entend pas que quelque part, le problème, c'est ce sexe, ce phallus, et non pas le patriarcat? Et ça m'amènera après, donc je vous laisse répondre, mais après, un exemple que vous donnez dans le livre. Mais donc cette question de, est-ce que le problème, c'est... en gros, est-ce que les hommes arrêteraient de violer s'ils n'avaient pas de pénis? On sait très bien qu'il y a plein de viols qui se passent... Oui, qui se passent sans... que ce soit... Ça, c'est compliqué. Le truc, c'est plus que la notion de phallocratie. Moi, quand j'étais jeune, le terme de patriarcat n'était pas usité, à part par les ethnos, les sociaux, on disait phallocratie. Ce que j'aime bien dans phallocratie, c'est qu'effectivement, on entend que c'est phallus tout-puissant. Du coup, on entend aussi l'utilisation de la bite comme arme de guerre, on entend comme menace, on entend l'arme. Et vraiment le totem au milieu du monde, quoi. Le patriarcat, c'est l'organisation, en fait. La façon dont ça va devenir systémique. Comment est-ce que cette sainte bite va s'organiser pour pouvoir se la fourrer partout et rester bien droite et dominante. Oui, l'exemple que je donne dans le bouquin, c'est qu'en fait, les ethnologues, c'est pas les ethnologues, là, dans l'occurrence, c'est les anthropologues, je crois qu'on dit, ont constaté qu'il n'y a pas de viol exclusivement dans les sociétés qui sont matrilinéaires. Donc, c'est pas qu'une question de bite, en fait. C'est une question juste du système de pouvoir, de qui est le dominant, je pense. Est-ce que vous voulez expliquer ce qu'est une société matrilinéaire? C'est-à-dire que, par exemple, je cherche désespérément les sociétés qui étaient citées, qui sont des petits groupuscules, hein. Les Touaregs, par exemple. Une société matrilinéaire, l'homme n'a pas de droit, c'est les femmes qui vont hériter, c'est les femmes qui possèdent les biens et c'est les femmes qui transmettent. Le nom, le matrimoine. L'homme a finalement le statut qu'avait la femme sous Napoléon. Donc Napoléon, l'histoire du pommier, tout ça, c'est des citations épouvantables. J'invite les spectateurs à faire Napoléon pommier et à voir cette histoire de la femme et la propriété de l'homme comme le pommier est la propriété du jardinier. Enfin, il y a Napoléon, c'est fortiche, les trucs misos. Ouais. Et le code, dans le code, où effectivement on est dépossédé de tout et la femme avait autant de droits que les enfants et les fous. Alors quand on se souvient ce qu'on faisait des fous à l'époque. Donc voilà. Et ça, quand vous parlez des fous, ça nous rappelle aussi, comme on parlait de Valérie Solanas, des violences qu'elle a pu subir de la part du corps médical. Du bon gazaïting des familles. On reboucle sur les violences médicales aussi contre les femmes. Oui, de toute façon, l'arme de décrédibilisation aussi. Il y a, dans les insultes régulières, on a féminazie maintenant parce qu'évidemment, c'est le point Godwin, donc ça atomise, ça décrédibilise, et puis il y a toujours ce truc de la folle et de l'hystérique, quoi, bien sûr. Alors tout à l'heure, on parlait des différents, vous avez dit, j'ai fait une typologie comme Buffon, donc on a dit, voilà, l'importunateur, le purple fucker, le repenti, et je voulais juste vous proposer de lire un paragraphe où on voit les nuances aussi que vous donnez, il n'y a pas les prédateurs et les mecs bien, et du coup, voilà. Ok, alors c'est où? C'est là, d'accord, je vois. Alors, et puis il y a les autres, bien sûr, oui, tous les autres, qui se découvrent dans le miroir en tremblant sincèrement.
Ils regardent défiler leur vie sexuelle en scrutant chaque scène à l'aune du céder n'est pas consentir. Ils éprouvent des remords, ils éprouvent des regrets, et la honte les dévore. Mais ce ne sont pas des prédateurs. Insistant sous zone grise, ça se joue autre part, là où le désir rejoint le déni au point d'opérer un forçage. S'ils avaient eu conscience que le corps en face cédait en hurlant non à l'intérieur, beaucoup en auraient débandé. Ces hommes-là redoutent leur reflet. Les prédateurs, eux, quand on leur tend un miroir, ils s'en foutent complètement. Bah oui, bien sûr, j'ai beau dire que le Not All Men, c'est des conneries, évidemment, il y a des nuances. Et évidemment, en 2017, il y a plein d'hommes qui ont découvert de bonne foi que les femmes étaient livrées en pâture à leurs semblables et que parfois, ils avaient pu opérer un forçage ou faire... et je crois que ils s'en repentent vraiment et contrairement au repenti majuscule, ils vont faire le bien comme ils peuvent. Un vrai allié est discret en fait. Un vrai allié est dans les actes et dans la pédagogie envers ses camarades. Un vrai allié va pas demander une médaille. Un vrai allié, c'est pas les alliés de la série d'été de Libé qui veulent une médaille et qui revendiquent. Un allié, ça bosse dans l'ombre en fait. Si des hommes nous entendent, c'était un petit guide, un petit guide signé Chloé Delhomme pour être un bon allié. Je voulais que vous nous racontiez, si vous voulez bien, parce que je trouve que ça poursuit bien cette question de la violence et de comment renverser encore une fois les choses. Est-ce qu'elles sont renversables? L'histoire de Lorena Gallo et John Wayne Bobbitt. Ah, l'affaire Bobbitt. Alors l'année, je ne l'ai plus tellement, c'est 90. Je peux retrouver. On est dans les années 90 aux États-Unis. Et Lorena est une... Ça se passe en 93 en Virginie. 93 en Virginie, nous l'avons. Lorena est une jeune immigrée d'Équateur, je crois. Je vais dire des bêtises. Enfin, elle a passé le mur et elle est venue travailler. Elle travaille dans une onglerie. Elle se marie avec un Marines, John Bobbitt, qui est Marines au début quand elle l'épouse, et puis qui boit tellement qu'il se fait virer des Marines. Et en fait, elle est victime de viol conjugal à répétition. Les flics interviennent souvent à la maison pour des violences. Ils la forcent à avorter. Enfin, elle a un peu une vie horrible. Et un soir, il est allé faire la fête, il rentre complètement bourré, il la viole. Et ensuite, il s'endort comme, dit-elle, un gros cochon, quoi. Il a des ronflements de porc. Et là, c'est la goutte d'eau, en fait. Elle bascule, elle va dans la cuisine, elle prend un couteau de cuisine, elle revient dans la chambre, elle soulève le drap, elle lui coupe la queue. Il reste ça, en fait. Et là, on voit que ça décompense quand même un peu, puisqu'elle prend le sexe coupé, elle monte dans sa voiture, elle va rouler plusieurs kilomètres, et au bout d'un moment, donc à la main, elle a la bite, donc oui, on a affaire quand même à une petite déréalisation quand même chez la dame. Et elle balance la bite coupée par la fenêtre, ça tombe dans un terrain vague. Et elle fuit un peu. Elle va être retrouvée par la police après. Pendant ce temps-là, John Bobbitt pisse le sang, il appelle au secours son meilleur pote, qui comprend rien quand il arrive, qui lui fait une espèce de garrot, ils vont à l'hôpital. À l'hôpital, les mecs, ils hallucinent, ils lui disent, mais... on va appeler on va appeler un donc au milieu de la nuit il y a un espèce de chirurgien, il faut un chirurgien plastique. Alors il coupe d'abord le sang, tout le machin, après il y a l'opération qui dure très très longtemps parce qu'il retrouve la bite en fait. Oui, donc je manque l'étape intéressante. Alors il y a une battue. Ils chopent Lorena qui leur dit que c'est sur ce terrain vague. Ils font une battue avec des pompiers qui ont toute une petite glacière pour mettre la bite dedans. Donc ils retrouvent le membre, ils le mettent dans la glacière, ils vont à l'hôpital. Là, il y a 7 heures d'opération, je crois, pour lui recoudre. Et en fait, il y a le procès. Lorena va
J'ai un trou de mémoire, Pauline. Qu'est-ce qui lui arrive? Elle est acquittée, finalement. Alors déjà, après 9 heures d'opération, le chirurgien esthétique et l'urologue appelés en urgence réussissent à rendre à John Bobbitt sa virilité. Ouais. Il mettra 1 mois à uriner normalement et quelques mois de plus à retrouver ses capacités érectiles. C'est dingo, n'empêche qu'on puisse se couper et remettre. Hein. Alors on se dit... Tout ça pour ça. Vous nous les faites exploser, finalement. C'est pour ça en 9 heures, c'est réglé. On ne récupère pas le bout. En fait, c'est suite à cette histoire voilà. que vous avez dit non, on ne peut pas couper. On ne coupe pas juste, on explose. Comme ça, ils sont vraiment amputés. Et après, il va faire du porno, lui. Après, il fait du porno. Voilà, c'est ça. S'il fait du porno, il est trumpiste aussi. Hein. Oui. Et aux dernières nouvelles, sa compagne l'avait quitté parce qu'il l'a frappé encore, il lui a cassé des doigts. Il deviendra militant trumpiste en 2020, fracturera le coccyx et le doigt de sa nouvelle épouse, tandis que Lorena rejoindra les rangs du mouvement MeToo. Oui, c'est ça. Et elle est acquittée parce qu'il pense qu'elle n'avait pas toute sa tête, en fait. Passagèrement aliénée. Voilà. Oui. Lorena a été très soutenue par les féministes qui, à la sortie du procès, faisaient avec leurs doigts le V de la victoire, rapprochant index et majeur afin de mimer des ciseaux. Pour faire quick. Oui, c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. Je vois que des gens s'interrogent. Oui, c'est une histoire vraie. De 93 aux États-Unis, en Virginie. Donc. Je trouvais que ça clôturait bien les questions autour de la violence parce que dans cette histoire, il y a un peu tout, quoi. Il y a la violence de lui, de elle, et on ne sait pas quoi en penser. Tout est random, quoi. C'est une bien belle histoire de Mère Castor qui se passe aux États-Unis. Est-ce qu'au final, quand on se pose toutes ces questions, je me suis demandé, est-ce que finalement l'utopie, parce qu'il y a un peu cette question autour de votre livre, est-ce que c'est une utopie ou une dystopie? Alors ça, je vous laisse répondre. Est-ce que l'utopie, c'est peut-être pas aussi cette espèce de Poudlard que vous avez décrit? Oui. Mais alors, moi, la question, c'est pour les femmes ou pour les mecs? Le Poudlard? Est-ce que ça serait pas bien de le faire pour les mecs? C'est tout le problème de la... De où on situe la pédagogie, en fait. C'est-à-dire que, évidemment, il faudrait qu'ils prennent conscience que ce que c'est d'être dans une société où regarder Maggie qui parle du viol comme ressort narratif comique, c'est normal. Il faudrait qu'il y ait... Mais pour ça, il y a ce fameux problème de l'empathie. Et l'empathie, c'est pas essentialiste, hein. Le fait qu'ils en aient moins, c'est juste la posture du dominant. Se mettre à la place des femmes, ils n'ont pas super envie. Et puis, on a dans cette société un problème avec le féminin aussi. Le féminin, on voit bien pour les personnes sexisées, les gays qui se prennent sur le côté efféminé. Le féminin n'est pas du tout valorisé chez nous. C'est toujours... la force combative, viriliste qui l'emporte. Il y a pas de... La femme est la soigneuse. Moi, j'ai pas du tout envie d'être une soigneuse. Je trouve pas ça du tout valorisant d'être une soigneuse gentille Je demande pas non plus d'être la méchante sorcière qui fait tout cramer, mais je trouve pas que ce soit... Alors, du coup, on essaye, là, de dire la bienveillance, tout ça, c'est des valeurs positives et tout, mais... la douceur, c'est positif. Moi, ça, j'en sais rien. Toujours est-il que j'ai pas envie d'être assignée au camp des gentilles poupounes qui donnent le biberon, quoi. Enfin... Et ça fait penser à souvent, alors que ce soit dans la vraie vie, comme on dit, ou dans les séries ou dans les films, souvent, quand une femme fait preuve d'une attitude un peu viriliste, on va dire, c'est bien, c'est une femme forte. Oui, voilà, exactement. Les femmes puissantes, le truc des femmes puissantes. Ou du coup, quand on écoutait l'émission de Salamé, pour peu qu'on soit une meuf normale qui est en train d'étendre son linge, on a envie de se suicider direct, quoi. Que des parcours exceptionnels. Il fallait être Christine Lagarde pour... Voilà, tout à fait. Non, c'est chaud ce truc. La force, l'écrabouillage, il y a un souci. Et puis, là, la dernière sortie de route de Macron avec les herbivores et les carnivores. Bah oui, sinon on va se faire manger. Je crois que les véganes devaient être hyper contents d'entendre cette citation. Mais quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais est-ce qu'il a capté que, par exemple, dans les herbivores, il y a des éléphants, il y a des... Non, mais parce quand il le dit, on imagine des carnivores, que c'est les plus grands et puissants monstres. Ouais. Mais
bon le plancton, je sais pas ce que Les c'est petits considéré, cyanures, mais voilà, les baleines, les éléphants, les trucs les plus puissants de la Terre, souvent c'est des herbivores, quoi. Donc en plus c'est bizarre, mais bon. Ouais, non, mais de toute façon, c'est si bizarre était le. Oui, enfin, on est dans une situation qui est quand même complètement lunaire, là, donc. Alors, on arrive à la fin. Il y a 2 sujets que je voulais juste aborder. Le premier, c'est quels sont les retours que vous avez eus sur le livre de femmes, bien sûr, vous en avez un petit peu parlé, mais est-ce que vous en avez eu d'hommes et si oui, lesquels? Et après, on parlera de la sortie de l'album l'album qui est sorti en même temps que le livre et des projets qui vont avec. Bah, les retours sont. Moi, c'était pas une crainte, hein, parce que j'étais prête à aller à la guerre avec les gîtes, c'était pas le souci. Mais je m'attendais peut-être, mais parce que il marche bien. Donc, c'est pas. J'ai pas eu de retour. Enfin, si, j'ai eu quelques messages de pauvres cinglés, mais ça, j'ai l'habitude, quoi que je fasse. Donc, c'est pas très grave. Je crois que ça a été bien perçu et bien compris, en fait. J'ai beaucoup de messages de femmes à qui ça fait du bien, que ça fait rire, qui trouvent ça pop et fun, et de garçons aussi, en fait. Beaucoup moins pour ceux qui font la démarche, mais enfin, en librairie, évidemment, la majorité, ce sont des femmes, des jeunes filles même, souvent. Mais j'ai presque été surprise de voir que, non, parce qu'ils sont nombreux à avoir le sens de l'humour, et ils sont nombreux à être conscients de la situation aussi, à faire ce qu'ils peuvent, eux, pour que ça s'atténue, mais il n'y a pas une. De toute façon, la paranoïa, elle vient que des masculins. C'est ceux qui ont à se reprocher, qui, du coup, considèrent que j'exagère. Je crois que. Non, ça s'est bien passé. Ça se passe bien. Alors, à la fin du livre, donc je vais montrer à la caméra, à la fin du livre, on a un petit QR code. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi il nous renvoie? Alors, le QR code, il renvoie à l'album Sentiments négatifs, qui est un disque composé de, on va dire, la moitié, c'est des spoken dépressifs, très poétiques, un peu à la TFN dans les textes, vieille période, et l'autre moitié, parce que bon, ça s'est fait un peu comme ça au niveau du matchage, ce sont des morceaux qui sont dans le livre. Parce qu'en fait, les Fallers dans l'histoire ont une couverture pendant pas mal de temps, un groupe de musique qui s'appelle les Purple Bubble. Enfin, elles font pas que de la musique, mais Violette et ses copines ont le groupe de musique. Les Purple Bubble, c'est une société de spectacle qui va animer des BDE d'étudiants en commerce, des choses comme ça, et en profiter pour faire leurs actions. Et dans Sentiments négatifs, il y a les 3 ou 4 chansons qui sont dedans, qui sont les 4, qui sont des chansons féministes un peu vénères. Donc il y a la chanson le Purple Fucker, il y a une chanson sur le viol conjugal. Examen conjugal. Et il y a Ouin Ouin Boogie, et une chanson dont le refrain, le patriarcat, il m'a dit le patriarcat, ma petite, ça n'existe pas. Et l'autre, je sais plus, la 4e. Alors, mais c'est pas grave. Ouais, j'ai pas noté, mais donc voilà, il y a ces 4-là, et l'album est sorti en même temps que le livre, oui, et en disponible même temps. Avec le livre. Il est sorti en même temps, il est disponible sur les plateformes d'écoute et sur le Bandcamp du label qui s'appelle Doki Doki. Et en fait, une des chansons, Ouin Ouin Boogie, donc, va faire l'objet d'un clip, puisque, bah voilà, initialement, Les Fallers, c'était un court-métrage, on n'a pas voulu que les bites explosent à l'écran, j'en fais un livre quand même, et comme je suis épouvantablement têtue, nous allons avoir des phallus qui sautent à l'écran. Alors, ça sera la braguette mais on va avoir des entrejambes de méchants masculinistes réduits en bouillie avec des geysers de sang et de viande hachée à l'écran. Donc, le clip met en scène les Fallers avec la chanson fait 3 minutes 30, donc ça va être assez rapide pour un final bien gore. Comme le gore, ça coûte très cher, on a eu l'aide du CNC Clip, mais on n'a pas assez, donc j'ai lancé un crowdfunding sur la plateforme ProArty
On fait Ouin Boogie Pro Arty, on tombe dessus. Et il nous manque encore, on est à 60%, je crois, de ce dont on a besoin. Là, on a de quoi le faire, mais on a de quoi le faire un peu cheap au niveau des effets spéciaux. Et le tournage est en Le décembre. tournage est le 5 et 6 ou 6 et 7 décembre. Oui, donc il sera prêt en janvier, ce clip. Et si des gens veulent mettre des sous, ce serait avec grand plaisir. Nous avons de chouettes contreparties avec des kits. Il y a un tote bag, calmez-vous messieurs, ça va bien se passer. Il y a des boucles d'oreilles Ouin Boogie. Il y a des boucles de chez de Yuirmi, qui est une marque de boucles d'oreilles hyper chouette. Elle fait aussi des boucles d'oreilles Macron démission, Macron destitution, Darmanin démission à l'époque. Enfin, c'est très politique et très rigolo. C'est des trucs à message. Et puis bon, il y a plein de cadeaux pour les contreparties pour essayer de motiver les troupes. Mais c'est vrai que j'étais très étonnée de voir que le gore coûtait si cher. Figurez-vous que le faux sang a augmenté, lui aussi. Est-ce que vous y connaissiez en cours du faux sang dans le chat? On apprend des choses. On apprend des choses. Donc voilà, en gros, si vous avez aimé ce livre, si vous l'avez lu, si vous l'avez pas lu et que vous voulez le lire et que ça vous plaît, si vous voulez, comme on en a parlé aujourd'hui, voilà, renverser les imaginaires, parce que, comme on l'a dit, les imaginaires où les femmes sont victimes, ça va, on les a bien. Oui, je crois qu'on est au courant. On a eu le temps de voir toutes les facettes de la victimisation à travers les objets culturels. Ouais. Donc voilà, si on veut en créer d'autres pour que les futures générations puissent avoir toutes les images possibles et pas seulement un camp qui peut être prédateur et un camp qui peut être victime, c'est bien aussi que ça passe par la culture et pas... voilà, alors il y a évidemment la littérature essai, Ouais. mais la force d'un livre comme ça, qui, comme je disais, pourtant, voilà, il se lit vite, hein, qui est court, c'est de créer ces imaginaires-là. Est-ce qu'il y a des questions que j'ai essayé de regarder, je n'ai pas trop vu s'il y avait des questions que David que on a. Sinon, je remercie le chat. Oui, merci beaucoup. Dans 1900 de Bertolucci, le futur fasciste encore tout enfant mime une prise et dit je cite, ouais, je sais pas quoi faire de ça, écoféminisme. Je sais pas si Bertolucci est fait écoféminisme. Non, je pense pas. Non, je sais pas. Ça me renvoie à Vendredi ou la vie sauvage où il a aussi il a un rapport sexuel avec la terre. Enfin, il se branle dans la terre. Est-ce qu'il n'y aurait pas justement ce truc du lien, on en parlait dans une précédente émission sur l'écoféminisme, justement, des assimilations entre le féminin et la nature, la terre. Oui, mais alors ça, je suis hyper mal placée pour parler, parce que j'adore Françoise de Beaune grâce au lapinisme phallocratique qui me fait beaucoup rire. Mais alors moi, les arbres, ça me fout le cafard, donc je suis désolée, je sais que je suis pas habilitée là. Non, mais voilà, du coup, on invite au Laven peut-être à lire Françoise d'Aubonne Oui. et Chloé Delhomme, mais voilà, pour pouvoir aiguiller la réponse. Et donc voilà, j'espère que ça a plu à tout le monde. Je vois Hollandel qui a dit « Personne ultra passionnante, je bois ses paroles ». Voilà, Matorion, bravo, ça passera par des personnes comme vous pour changer les mentalités et les comportements. Roland, qui est un merveilleux membre de l'équipe qui nous aide beaucoup, qui nous dit super manque d'éducation et d'humour pour un tel sujet. Merci à vous deux. Merci Roland. Voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à lire le livre. N'hésitez pas aussi, on ne le dira jamais assez, à soutenir au poste des émissions quasi quotidiennes, ou plus que quotidiennes même souvent, qu'on peut vous proposer comme ça, avec des invités qui sont intéressants et qui, voilà, comme vous dites, vous font passer des bons moments. C'est que grâce à vous, parce qu'on est indépendant, c'est que grâce aux dons. Et voilà, on en a vraiment besoin. Vous pouvez aller sur le site pour faire des dons. Ils sont défiscalisables à 66%. Donc voilà, vraiment, n'hésitez pas si vous avez envie de continuer avec nous.
Et voilà. Et voilà. Au revoir. Au revoir. On envoie les crédits.